Ils sont partout sous la peau, entourent nos muscles et nos organes. On les appelle les fascias. En médecine, ces réseaux de tissus conjonctifs ont longtemps été considérés comme de simples enveloppes. À tort, car ils semblent être bien plus importants pour la santé que nous le pensions. Salut, soyez les bienvenus dans Xenius. Mais que sont donc les fascias? Et qu'ont-ils de si fascinant? Adriane et moi avons décidé d'en savoir plus sur la question. Il faut dire qu'aujourd'hui, de nombreuses salles de sport proposent des entraînements ciblés pour les fascias. Et souvent, ce n'est pas donné. Certains coachs et thérapeutes promettent non seulement un soulagement durable des douleurs, mais également de meilleures performances sportives. Il est même parfois question de jeunesse éternelle. Est-ce bien réaliste? Xenius pose la question à un expert en recherche sur les fascias. Le docteur Robert Schleip est un précurseur en matière de recherche sur les fascias. Ce psychologue travaille depuis 30 ans sur une technique de massage des fascias. Elle a aidé nombre de ses patients, mais ne bénéficie d'aucune validation scientifique. Robert Schleip a donc décidé de se lancer dans l'étude de la biologie humaine et dirige aujourd'hui un groupe international de recherche sur les fascias. Thérapeute et maintenant chercheur. Et pour commencer, il va nous montrer à quoi sert cette membrane fibroélastique qui enveloppe toutes les structures du corps. Les fascias sont la partie molle du tissu conjonctif. Tendons et ligaments sont eux aussi des structures faciales. Ils parcourent notre corps tel un réseau blanc et fibreux. Leurs missions sont variées. Ils nous aident à nous tenir debout, séparent et maintiennent nos organes, véhiculent les différentes forces mécaniques et veillent à ce que nos muscles et nos organes glissent les uns contre les autres au milieu d'une substance gélatineuse. Les fascias n'ont rien de nouveau, surtout en médecine non conventionnelle, en acupuncture et en ostéopathie notamment. Les naturopathes les connaissent depuis longtemps. Par contre, en médecine traditionnelle, ils ont toujours été un peu délaissés, et ce pour une bonne raison, puisqu'on a longtemps été incapable de les mesurer quantitativement. Dans leur composition, les tissus musculaires ressemblent à une orange fraîche. Le muscle est entouré d'une peau ferme ou d'une écorce, mais chaque groupe de fibres musculaires est également maintenu par sa propre membrane, exactement comme la chair du fruit. On pourrait considérer les fascias comme un organe sensoriel, voire comme l'un des organes sensoriels les plus complexes et les plus importants pour la perception du corps, en particulier ce qu'on appelle la proprioception. Si je ne vois pas mes bras, je sens quand même que j'ai encore 2 ou 3 centimètres à faire pour arriver au bout de mon mouvement. À quelle distance se trouve mon bras droit dans l'espace? C'est avant tout grâce au récepteur facial que je le sais. À l'intérieur des fascias, il y a aussi quelques cellules architectes qui, selon les besoins, peuvent par exemple produire du lubrifiant ou davantage de fibres. La fabrication de lubrifiant est assez rapide et selon les recherches récentes, il semblerait que les thérapies manuelles, telles que le yoga, puissent renforcer ce phénomène en quelques minutes. En cas d'activité physique insuffisante ou de mauvaise posture, les cellules des fascias produisent peu de lubrifiant. Les fascias peuvent donc coller et durcir. Comme ils sont reliés à la façon d'une toile d'araignée, ce phénomène peut entraîner des douleurs dans tout l'appareil locomoteur. Aujourd'hui, Adriane et moi allons nous aussi activer nos fascias. C'est pourquoi nous sommes actuellement dans une salle de gym. Docteur Schleip, les fascias se trouvent en partie directement sous la peau. On ne les voit pas, mais est-ce qu'on peut les sentir? Oui, là où on les perçoit le mieux, c'est sur la partie externe de la cuisse. Au-dessus du genou, on sent très bien la partie ferme. Chez la plupart des gens, l'intérieur de la cuisse est plus mou. Et par comparaison, l'extérieur nettement plus dur, nerveux et fibreux. On le voit très bien ici. C'est une sorte de combinaison de plongée qui enveloppe tout le corps. Et aux endroits où elle est la plus sollicitée, elle est plus épaisse. Chez la plupart des bipèdes que nous sommes, il s'agit de l'un de ces endroits.
Ici, au niveau du côté externe de la cuisse. Elle fait près de 2 mm d'épaisseur. Prenons un exemple. Que se passe-t-il si je saute en l'air? Les muscles des mollets sont les premiers à entrer en action et ils tirent. Laissez-moi vous montrer. Mes doigts représentent les muscles du mollet et ils tirent sur le tendon d'Achille, qui est une structure faciale allongée. Au moment de l'impulsion, le tendon d'Achille fait ressort, plus vite que les muscles du mollet ne se contractent. La hauteur du saut sera donc plus influencée par les fibres tendineuses et leur capacité à stocker de l'énergie élastique que par les fibres musculaires rouges en elles-mêmes. Des tissus conjonctifs sous la peau, ça me fait tout de suite penser à la cellulite. Les fascias jouent-ils un rôle là-dedans? Bien sûr, et plus particulièrement cette partie. Les crèmes ne servent à rien pour lutter contre la cellulite. Ce qu'il faut, c'est tonifier cette zone. Plus exactement, le réseau de fibres de collagène qui constitue cette trame plus dense. Et pour cela, le sport peut aider. Ça permet de réduire cet effet de peau ondulée. Mais parfois, hélas, les fascias ne fonctionnent pas comme nous le souhaiterions. Enfant, Karl Kraus contracte la polio. Cette maladie lui laisse des séquelles, notamment une spasticité du bras et de la jambe gauche. À l'école, ça a été très dur, parce que les enfants sont d'une franchise parfois cruelle. C'était vraiment dur de ne pas être comme les autres. Je n'avais quasiment plus aucune coordination entre le côté droit et le côté gauche. Et je n'ai pas pu jouer d'instruments comme le piano ou la batterie. Je suis très mélomane, j'adore écouter de la musique. J'aurais sûrement beaucoup aimé en jouer, mais ce n'était pas possible. Alors je me suis dit qu'il valait mieux oublier et me concentrer sur autre chose. Aujourd'hui, par contre, j'essaie de donner une chance aux activités qui m'attirent. Si ça marche, tant mieux. Sinon, on travaille dessus. Il y a 2 ans, Karl Kraus se rend pour la première fois chez Sabine Rosburg. Je vais aller un peu plus en profondeur. Il s'agit du fascia thoracolombaire. Il faut l'étirer. Voilà, super. Maintenant, relâchez vos bras. Observez vos sensations. Balancez-vous un peu. Il présentait un syndrome spastique dans le bras gauche. Et en fonction de son degré d'énervement, il se contractait. Et il n'avait aucun contrôle là-dessus. Quand il était détendu, le bras était plus bas et en cas de nervosité, hop, le bras remontait. Il ne se servait quasiment pas de ce bras. Grâce à une technique de massage manuel, Sabine Rosburg assouplit et étire le tissu conjonctif. Et elle ne le fait pas que pour les parties du corps partiellement paralysées, mais pour la totalité du réseau facial de son patient. Ça va? Oui. Au niveau de la jambe comme du bras, le tissu était très contracté et noué, je dirais même emmêlé, en raison de l'absence de mouvement. C'est exactement comme quand on s'attache les cheveux et que pendant une semaine, on n'y touche plus. Enfin, plus ou moins. Avec le temps, ça durcit. Et la seule solution, c'est de retirer les mèches une à une. La naturopathe utilise une pratique appelée rolfing, baptisée d'après Ida Rolf, une biochimiste américaine. Celle-ci a créé cette technique de massage dynamique entièrement axée sur le réseau des tissus conjonctifs. Les caisses d'assurance maladie françaises et allemandes ne remboursent généralement pas ce genre de thérapie. En Suisse, en revanche, elle est reconnue comme une méthode complémentaire. Comme toute autre thérapie, le rolfing ne fait pas de miracle, mais chez Karl Kraus, elle a donné des résultats surprenants. Après les premières séances de rolfing, j'ai retrouvé une liberté de mouvement tout simplement phénoménale. Sur Internet, il y a ce programme appelé Second Life, deuxième vie. Et c'est exactement l'impression que ça m'a fait. C'est comme si j'avais démarré quelque chose de nouveau. Avant, je devais réfléchir avant de faire bouger mon bras. Et ça ne marchait pas à tous les coups. Mais aujourd'hui, j'y arrive. Et les bons jours, je n'ai même pas besoin d'y penser. Ça se fait automatiquement. Karl Kraus a traîné la jambe pendant plus de 40 ans et pouvait à peine utiliser son bras gauche.
Aujourd'hui, grâce à la fasciathérapie, il peut réaliser un rêve, jouer au golf. Moi, par exemple, je souffre souvent de tensions musculaires au niveau de la nuque. Est-ce que c'est lié au fascia? Oui, c'est possible. Des confrères italiens ont développé un test par échographie qui leur permet de déterminer si les fascias sont impliqués ou pas. Ils mesurent l'épaisseur de l'enveloppe musculaire de l'un des muscles situés sur le côté de la nuque. Un ostéopathe peut aussi palper au repos pour déterminer si l'enveloppe musculaire est souple ou si elle est gonflée et rigide. Si elle dépasse 1,5 mm d'épaisseur, alors les douleurs sont bien dues au fascia. Et ça arrive quand je reste assise trop longtemps, dans une mauvaise position. Ça peut jouer un rôle. Par contre, les fascias ne changent pas d'architecture en l'espace de quelques heures. Cela prend des semaines, voire des mois. Dans notre reportage, Karl Kraus a été aidé par une thérapie, le rolfing. Quelles sont les autres solutions? En premier lieu, l'ostéopathie. Les ostéopathes travaillent avec les fascias depuis un siècle. Jusqu'à présent, ils avaient peu recours aux échographies. Ils procédaient au toucher. Sinon, il y a aussi l'acupuncture. Une chercheuse américaine a démontré que la plupart des méridiens d'acupuncture coïncidaient avec les lignes des fascias qui sont aujourd'hui visibles à l'échographie. Et en quoi l'acupuncture peut-elle aider? Les acupuncteurs enfoncent des aiguilles dans la peau et elles doivent être tournées, un peu comme quand on mange des spaghettis à la fourchette. Ça permet d'imprimer aux fibres de collagène un mouvement circulaire. Quand on tape fascia sur YouTube, on tombe vite sur des vidéos de sportifs qui parlent de guérison miracle. En gros, pendant des mois, ils ont souffert de grosses douleurs. Ils sont allés voir un thérapeute, celui-ci a appuyé à 2 endroits et au bout de quelques minutes, tout allait mieux. Alors, pure invention ou ça peut vraiment arriver? D'abord, il est vrai que dans ce secteur, on trouve pas mal de charlatans. Par contre, on peut aussi tomber sur des gens sérieux. J'ai moi-même été témoin de quelques cas où des patients ont été totalement guéris de douleurs persistantes aux épaules en une seule intervention, rien qu'au moyen de pression et de la même façon que ces charlatans. Mais comment c'est possible? Cela contredit évidemment ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il faut des mois au fascia pour évoluer. Nous pensons malgré tout que des étirements intenses peuvent contribuer à une inversion complète de la polarité au niveau de la colonne vertébrale. C'est fascinant. Oui, incroyable. Quels sont les fondements scientifiques de la fasciathérapie? Des études sont en cours. L'université d'Ulm, en Allemagne, collecte justement des données récentes et étonnantes sur le sujet. À l'hôpital de l'arrondissement de Günzburg, l'université d'Ulm possède un laboratoire de recherche. À sa tête, le docteur Werner Klingler, spécialisé dans les fascias et la recherche sur la douleur. Ce neurologue et anesthésiste recueille d'importantes informations grâce à cet instrument. Il l'utilise pour pratiquer un test de résistance sur des échantillons de tissu de fascia. Comment réagissent-ils aux variations de température, à certains médicaments et aux substances présentes dans le corps? L'un des objectifs de ces recherches, exploiter les résultats pour développer de nouvelles thérapies contre les tensions douloureuses. Jusqu'à présent, on pensait que l'utilisation de la chaleur détendait la musculature, mais ce n'est qu'une semi-vérité. Aujourd'hui, on sait que c'est plus compliqué. L'innervation entre aussi en jeu, ainsi que les tissus conjonctifs faciaux de la musculature. En réalité, les tensions des muscles ont tendance à augmenter avec la chaleur, alors que dans les tissus conjonctifs, elles diminuent. Cela signifie qu'il existe un échange entre les tissus conjonctifs de la musculature et les fibres musculaires en elles-mêmes. L'innervation facilite la perception et la transmission des stimuli. Les nerfs reçoivent les signaux et les renvoient aux organes ou aux tissus. Et dans ce contexte, le tissu conjonctif joue un rôle plus important qu'on ne l'imaginait. Ce qui nous a surpris, c'est que les fascias sont très bien innervés. Ils contiennent de très nombreuses fibres nerveuses, environ 6 fois plus que les muscles. Et pas seulement des fibres qui traversent les fascias, mais également des terminaisons nerveuses. Ces terminaisons nerveuses dites libres perçoivent les stimuli mécaniques
ainsi que les douleurs, en particulier celles qui apparaissent ici en couleur et qui sont associées au syndrome de douleur chronique. En résumé, on peut dire que dans l'appareil locomoteur, une grande partie des syndromes douloureux sont associés à ces fibres nerveuses présentes dans le tissu conjonctif. Au centre de la douleur, le docteur Klingler examine un patient souffrant de douleurs dorsales chroniques. Sa petite fille l'accompagne. En observant une échographie, le médecin détecte une cause possible de ces douleurs. Voici la peau, le tissu conjonctif sous-cutané, et là, la musculature. Tout ce qu'on voit ici, c'est du tissu conjonctif entre la peau et le muscle. Là, le fascia profond, et ici, nous avons les parties superficielles du fascia. Chez les patients souffrant de douleurs dorsales chroniques, cette zone est gonflée et le tissu ici est beaucoup plus fibreux. Et maintenant, la comparaison. À quoi ressemble le réseau facial de sa petite fille? Vous voyez avec quelle flexibilité les tissus frottent les uns contre les autres? Les muscles glissent librement sous les fascias. Cette partie est beaucoup plus souple, mieux organisée et bien moins fibreuse. Pour finir, le docteur utilise un myotonomètre. Cet appareil destiné à l'origine à la recherche spatiale lui sert ici à mesurer l'élasticité des fascias de son patient. Au revoir et surtout, faites bien travailler vos fascias. Vous aussi, vous utilisez cet appareil? Oui. Vous avez des tensions quelque part? Je me suis fait mal au lombaire lors d'une émission sur le sport. C'est l'occasion ou jamais d'y jeter un œil. Je m'en souviens. On va voir ça. Voilà, c'est là. On voit très bien ce qui se passe. Le troisième chiffre, S, indique la raideur des tissus. 480 newtons par mètre. C'est assez élevé pour une jeune femme. Je m'attendais à trouver une valeur plus basse ici. Moi aussi, j'ai un endroit à vous montrer. Juste là, de ce côté. « 411 newtons par mètre. C'est également assez élevé. On verra tout à l'heure si ça descend. Émilie, il est temps d'agir. Voici les rouleaux d'automassage. Ce sont de simples rouleaux en mousse. On en trouve des tout faits, mais on peut aussi utiliser une frite de natation. Ça permet d'échauffer les fascias, de stimuler le métabolisme, et il faut bien appuyer sur les tissus. Cette technique permet de dénouer les structures faciales. Et maintenant, plus lentement. En gros, vous devez ralentir, mais réaliser un mouvement continu et faire remonter le rouleau le long du dos. Comme ça, très bien. Il faut ralentir aux endroits où ça fait mal. On regarde ce que ça donne? Oui. Le troisième chiffre est descendu à 207 newtons, soit environ un quart en moins. Je pense même qu'on peut sentir la différence au toucher. Ça confirme que ces exercices sont adaptés pour vous et qu'ils permettent d'assouplir temporairement les fascias qui ont durci dans la région lombaire. Je pense que ces douleurs sont liées à la raideur du fascia. Ce n'est pas une certitude, mais en répétant ces exercices chaque jour pendant plusieurs semaines, vous avez de bonnes chances d'aller mieux. 2 à 3 minutes par jour suffisent. Est-ce que ça marche aussi en guise de prévention? Oui, je vous conseillerais aussi de ne pas vous contenter de ces exercices d'assouplissement, mais de faire aussi travailler vos fascias au quotidien. 2 fois par semaine, c'est suffisant pour conserver des fascias élastiques. Je suis prête. Et empêcher qu'ils s'en mêlent et deviennent fragiles. Ok.
Tu t'es bien amusé, toi? Oui, ça s'est vu. Et toi, c'était dur? Oui. Dr Schleip, de nombreuses salles de gym vantent les vertus du fitness pour fascia. Il paraît même que la musculation serait carrément démodée. Est-ce vraiment mieux que tous les autres types de sports? Non, il ne faut pas exagérer. Si on vous dit qu'aujourd'hui, l'entraînement des fascias est à la mode et que le renforcement musculaire est ringard, c'est faux. Par contre, les deux se complètent très bien. Du coup, les courbatures ne seraient pas forcément liées aux muscles. Absolument. Une étude récente a démontré que la douleur ne vient pas de la chair musculaire, comme on le pensait, mais de l'enveloppe conjonctive. Donc, on peut dire que les courbatures sont liées au fascia. Et s'il est déjà trop tard pour la prévention, il faut aller encore plus loin et passer sur la table d'opération. Le Dr Schleip a pour cela initié une expérience très spéciale avec un neurochirurgien en Bavière. Au CHU de Ulm, une opération sur les fascias se prépare. Aujourd'hui, c'est le professeur Antoniadis, neurochirurgien, qui doit opérer. Nous allons pratiquer une intervention sous endoscopie via une petite incision dans la peau. La patiente souffre de ce qu'on appelle un syndrome de compression canalaire. Depuis plusieurs mois, elle ressent des douleurs dans le coude gauche. Sa main s'est engourdie et des épisodes de paralysie sont survenus. La cause de ces maux, un tissu facial raidi qui compresse un nerf. Lors de cette intervention, nous allons essayer de voir s'il est possible de mobiliser les nerfs grâce à un traitement du tissu conjonctif. Si ce n'est pas le cas, il faudra sectionner les fascias qui compressent le nerf. Le docteur Schleip est présent lors de l'opération. Il veut vérifier s'il est possible d'assouplir les fascias par des massages manuels ou si le docteur Antoniadis va devoir avoir recours au scalpel. La caméra endoscopique va les guider jusqu'à l'endroit de la compression. Grâce aux images, l'équipe médicale peut suivre en direct les effets de la thérapie manuelle. Malgré son expérience de neurochirurgien, le docteur Antoniadis préférerait de loin ne pas avoir à couper dans le tissu conjonctif. On ouvre. La caméra est insérée sous la peau et transmet les premières images. Le docteur Schleip commence à examiner la patiente en espérant lui épargner une opération plus lourde. À droite, à l'arrière, on voit un endroit un peu dilaté. Là, vous voyez, c'est ici. Ça ressort, mais ça a l'air un peu trop épais. Là, regardez. Je vais essayer de détendre cette toile d'araignée. Reste à savoir si je vais y arriver. Ah, c'est drôlement emmêlé. Si on avait fait ce genre de manipulation tous les jours, on n'en serait pas arrivé là. Maintenant, c'est trop tard, évidemment. Le fascia qui enveloppe le nerf est déjà trop épaissi. Le docteur Schleip ne peut plus rien faire de l'extérieur. Ça ne va pas marcher. J'aurais beau faire ça toute la journée, ça ne servirait à rien. Un nerf sain aurait une enveloppe presque transparente. On va regarder le fascia en dessous du muscle. D'accord. Le docteur Antoniadis doit libérer le nerf en pratiquant une incision très précise dans le tissu conjonctif. Voici le muscle et le nerf est là, en dessous. Maintenant, il faut qu'on sépare le fascia. C'est bien, vous y allez tout doucement. À l'intérieur de son canal, le nerf est maintenant libre et peut à nouveau circuler dans l'articulation. La patiente devrait quitter l'hôpital dans la soirée avec moins de douleur. Mais de nombreuses séances de physiothérapie l'attendent avant qu'elle puisse retrouver toute sa mobilité.
Pendant des décennies, nous avons négligé les fascias. Grossière erreur. Aujourd'hui, nous savons que ce réseau de membranes à l'intérieur de notre corps n'est pas seulement là pour entourer nos organes et nos muscles. C'est l'un de nos organes sensoriels les plus importants. Oui, les fascias sont la base de notre proprioception et de notre coordination. Alors, il faut en prendre soin. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il faut entraîner ces fascias que la musculation ne sert plus à rien. On vous dit à bientôt. Salut.